Les attaques combinées des blindés, de l'infanterie et de l'aviation permirent aux Alliés de progresser rapidement de ville en ville. Les unités de la Wehrmacht se battaient avec courage, mais la masse des Alliés écrasait les défenseurs. La 35e division américaine progressa en un seul jour de plus de 153 km vers l'est de l'Allemagne. La Ruhr était encerclée et les Américains faisaient désormais route vers l'Elbe, dernier fleuve avant Berlin. Pendant ce temps, dans le nord de l'Allemagne, les armées de Montgomery se heurtaient à une résistance déterminée et bien organisée. Les Allemands, le dos au mur, tentaient dans un ultime effort de faire reculer l'ennemi. Mais la ruée des Britanniques et des Canadiens était irrésistible et le grand port de Hambourg tomba rapidement entre leurs mains. Montgomery reprit sa marche vers Berlin. Eisenhower adressa un message à Staline pour lui signaler les grandes lignes de son plan. Les Américains et les Britanniques mettraient fin à la résistance dans la Ruhr et avanceraient dans le sud afin d'empêcher que la région ne devienne un bastion pour l'armée allemande. Dans son message, Eisenhower ne considérait pas Berlin comme un objectif essentiel pour les Alliés, ce qui choqua profondément les Britanniques. Cependant, la ligne de conduite des Américains prévalut. Berlin ne pouvait pas constituer l'objectif le plus important sur le front de l'Ouest. Pour Eisenhower, détruire ce qui restait des armées ennemies constituait l'objectif primordial qui passait avant la mainmise sur un centre historique ou administratif, si important soit-il. Ville après ville, le Troisième Reich tombait à présent aux mains des Alliés, mais les Allemands continuaient toujours à se battre. À la mi-avril, les Britanniques libéraient le camp de concentration de Belsen et les Américains arrivèrent à Buchenwald. Décrire la guerre comme un enfer est courant, mais les camps étaient bien plus atroces encore que la guerre. À Belsen, les Britanniques trouvèrent 10 000 corps non enterrés. Beaucoup d'êtres vivants n'étaient en fait que des corps qui respiraient encore. Des rumeurs concernant ces camps avaient circulé tout au long de la guerre. Il fallait constater que la vérité allait au-delà de ce que l'on avait imaginé de pire. Même 50 ans plus tard, ces scènes sont encore insoutenables. Et pourtant, des êtres humains avaient été capables de commettre de tels crimes. Des crimes contre l'humanité. Les cheveux des prisonniers étaient récupérés pour le rembourrage des matelas et l'isolation des sous-marins. On arrachait les bridges en or de la bouche des prisonniers, dont beaucoup périrent dans des chambres à gaz. Voilà ce qu'était la réalité de l'Holocauste. Les Juifs périrent en raison de leur race, mais d'autres personnes souffrirent et moururent également dans les camps. Il y avait des Allemands qui s'étaient opposés au régime, des homosexuels que l'on forçait à porter un triangle rose, des bohémiens, des malades, des infirmes. Tous étaient considérés comme étant un fardeau pour la race supérieure et la plupart furent massacrés. On se servait également de jumeaux pour faire des expériences génétiques. Les Alliés ne pouvaient détacher dans les camps pour soigner les prisonniers qu'un effectif réduit de médecins. De petites unités médicales étaient toutefois détachées pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. La population des environs fut contrainte de pénétrer dans les camps afin de voir ce qu'elle avait toléré et pour enterrer les morts. Les médecins militaires, alliés, ne pouvaient faire que peu de choses pour sauver les milliers de personnes qui étaient en train de mourir. Ils ne pouvaient qu'alléger légèrement leur souffrance. Au moins, tous ces malheureux pouvaient-ils mourir sachant que les nazis avaient été défaits.
Le 20 avril, les troupes de la 7e armée entrèrent à Nuremberg, lieu mythique du parti nazi. La ville, comme la plupart des grandes villes allemandes, avait été presque entièrement détruite, mais assez de vestiges du passé subsistaient pour rappeler le sinistre régime nazi. La victoire était toute proche, mais le président Roosevelt ne vécut pas assez longtemps pour pouvoir la célébrer. Il fut emporté le 12 avril 1945 par une hémorragie cérébrale. Hitler, lui, survécut, mais pas de beaucoup. À la mi-avril, les jours de l'Allemagne nazie étaient comptés. Son centre était mortellement touché. Vienne tomba aux mains de l'armée rouge. Plus de 6 millions de soviétiques étaient déployés sur le front de l'Est. 3 millions de soldats alliés approchaient venant de l'Ouest. Il restait toujours 5 millions d'Allemands sous les armes, mais ils étaient dispersés dans le vaste empire du Troisième Reich qui s'étendait des îles de la Manche à la Norvège et à la Grèce. Les villes allemandes étaient en ruine et l'outil industriel mortellement blessé. Niant toute réalité, les services de la propagande nazie continuaient à produire des films et des chansons glorifiant la race aryenne. Les actualités montraient comment l'État-providence combattait la pénurie. Comment les dommages causés étaient insignifiants et comment ils pouvaient être rapidement réparés. Insensiblement cependant, les actualités changèrent de ton et donnèrent au peuple allemand un premier aperçu du désastre qui l'attendait. Le parti nazi avait établi son état-major à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. Des tunnels avaient été creusés sous la montagne, au-dessus de laquelle avait été érigé le nid d'aigle de Hitler. De là, le Führer avait, des mois auparavant, tissé la toile dans laquelle la plupart des pays européens avaient été pris. Le 4 mai, les troupes américaines pénétrèrent à l'intérieur de ce temple du Troisième Reich et le trouvèrent vide, à l'exception de provisions considérables en vin, alcool et victuailles de toutes sortes. Lorsque les Américains quittèrent les lieux, les habitants de la région se livrèrent au pillage, stupéfaits du luxe dans lequel vivaient les chefs nazis. Le 16 avril, 11 armées soviétiques se préparaient à livrer la bataille de Berlin. Les Britanniques s'étaient rapprochés de l'Elbe, les Américains et les Français progressaient à travers l'Allemagne du centre et du sud. Le 27 avril, les forces du maréchal Konev firent leur jonction avec les Américains sur l'Elbe. Les armées britanniques et soviétiques se rencontrèrent quelques jours plus tard. Cela marquait la fin de l'offensive de Montgomery. Le général Eisenhower avait décidé de laisser les Russes prendre Berlin. Il fallait s'attendre au pire. Les Allemands savaient que les Russes les haïssaient, et ce, non sans raison. Des millions de Soviétiques étaient morts par la faute de Hitler. Les armées de Staline tenaient désormais leur revanche. Hitler, ainsi que l'état-major qui lui restait fidèle,
organisèrent une défense rue par rue. Les jeunesses hitlériennes et des unités de la garde nationale furent équipées de lance-grenades et de fusils, avec quelques munitions. Mais une telle défense ne pouvait arrêter l'armée rouge. Staline, dont le souci de la vie humaine était fort mince, avait d'ailleurs envoyé autant d'hommes qu'il était nécessaire pour écraser la ville. Le 21 avril, Berlin et ses 75 000 défenseurs étaient encerclés par l'armée rouge. Les Russes avançaient quartier par quartier et rue par rue. Ils tirèrent presque 2 millions d'obus d'artillerie. Les principaux points de défense étaient situés sur la Spree et sur les canaux Teltow et Landwehr. Au cœur de tout cela se trouvait le bunker d'Hitler. Le 28 avril, les Soviétiques étaient à un peu moins de 2 km de la chancellerie du Reich et du Reichstag. Le 29 avril, Hitler se maria avec sa maîtresse Eva Braun. Dans la soirée, cette dernière envoya son alliance accompagnée d'un message d'adieu à une de ses amies. Le jour suivant, Hitler se suicida dans son bunker, entraînant dans la mort sa nouvelle épouse. Leurs corps furent brûlés. À Berlin, les troupes russes nettoyèrent les dernières poches de résistance. Dönitz, Jodl, Speer étaient parmi les dignitaires les plus importants à se rendre. Göring tomba, lui aussi, entre les mains des Américains. Il fut autorisé à tenir une conférence de presse, ce qui fut fort mal vu de l'opinion internationale. Le 2 mai, on assista à la reddition sans condition des forces allemandes en Italie. Le grand amiral Dönitz, désigné par Hitler comme son successeur, fut mis en prison. Le 5 mai, les Allemands se rendirent aux Pays-Bas, au Danemark et dans le nord de l'Allemagne. Le 7 mai, le général Jodl et l'amiral von Friedeburg signèrent la capitulation sans condition de l'Allemagne à l'état-major du général Eisenhower à Reims. Le 8 mai, le maréchal Keitel signait à Berlin les derniers documents de capitulation sans condition. Zhukov, Teder et le général Delattre de Tassigny représentaient les Alliés. Ainsi, la guerre en Europe finit-elle officiellement le 8 mai à 23h01. Peu de temps avant l'heure fixée pour sa pendaison, Göring se suicida. Le 24 mai, Himmler se suicida également pour échapper à la potence. Goebbels mit fin à ses jours dans le bunker avec son épouse et après avoir donné la mort à ses 6 enfants. En Norvège, Darville, commandant les forces aériennes, conduisit la cérémonie officielle de reddition. Le général Heiner céda les îles de la Manche. Un certain temps s'écoula avant que les sous-marins allemands entendent parler de la capitulation. 120 d'entre eux se rendirent, un à un, dans le courant du mois de mai. Le monde avait payé un prix terrible pour la liberté. Plus de 7 millions d'Allemands avaient été tués depuis septembre 1939, 20 millions de Soviétiques et environ 300 000 Américains, 600 000 Français, 400 000 Britanniques avaient péri. Au total, la guerre en Europe avait coûté la vie à plus de 33 millions de personnes. Mais le jour de la victoire, les Européens ne pensaient pas aux problèmes qu'ils avaient à résoudre, bien qu'ils fussent nombreux. L'Allemagne restait au cœur de l'Europe. Ces millions de survivants ne pouvaient être ignorés. Les infrastructures avaient été détruites et les vivres manquaient.
Les Alliés de l'Ouest, à l'exception des Américains, n'étaient guère à même d'apporter beaucoup d'aide. La Grande-Bretagne était pratiquement ruinée, les Néerlandais mouraient de faim, la France et le reste de l'Europe du Nord étaient encore traumatisés par les années d'occupation. Cependant, un plan d'action fut mis en œuvre. Au regard de la loi, les Alliés étaient maintenant légalement responsables de tous les détails de la vie dans l'ex-Troisième Reich. L'Allemagne fut divisée en 4 zones, soviétique, britannique, américaine et française. La ville de Berlin, située dans la zone contrôlée par les soviétiques, fut, elle aussi, partagée en 4, mais rapidement des dissensions s'élevèrent entre les Alliés. La guerre froide commençait. Enola Gay. These are my readings. Height, approximately 32,000 feet. Course, 265 degrees magnetic, 250 knots. Drift, 2 degrees starboard. Am approaching target area. Cloud cover, less than 3/10 at all altitudes. Immediate target area clear. Straight flush to Enola Gay, straight flush to Enola Gay. Advice. Home, primary target. Enola Gay to straight flush, Enola Gay to straight flush. Message received, understood. Over and out. It's Hiroshima. Voici Hiroshima. Nous sommes le 6 août 1945 et il est un peu plus de 7 heures du matin. À cette date, c'est une ville curieusement paisible, à peine troublée par les ravages de la guerre. En 3 ans et demi, elle n'a reçu qu'une douzaine de bombes. C'est aussi une très belle ville, célèbre pour ses saules. Et ce matin-là débuta comme tous les autres pour les 250 000 habitants d'Hiroshima. Au 9, les sirènes retentirent. Habituellement, elles ne faisaient que signaler la présence de bombardiers alliés survolant Hiroshima en direction d'autres villes. L'avion survolant Hiroshima était un appareil chargé d'étudier les conditions météorologiques au-dessus de la ville. Un B-29 américain surnommé Straight Flush, piloté par le major Evelyn. Au même moment, d'autres avions étudiaient les conditions météorologiques au-dessus des villes de Kokura et de Nagasaki. Mais c'était au-dessus d'Hiroshima qu'elles étaient les plus favorables pour l'attaque prévue. Cette mission allait conduire à l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire, car il ne s'agissait en rien d'un bombardement ordinaire. Alors que Straight Flush survolait par 2 fois Hiroshima, un autre B-29, le Enola Gay, piloté par le major Tibbets, était déjà dans les airs à 1 heure de vol environ. La première bombe atomique du monde, une bombe qui tuerait sur le coup quelques 72 000 habitants d'Hiroshima, une bombe qui secoua le monde entier et changea
radicalement le cours de l'histoire. Cette ville était donc Hiroshima le 6 août 1945. À 7h31, la fin de l'alerte fut déclarée. L'avion météorologique disparut vers la mer. Vers 8h, hommes et femmes s'apprêtaient à partir pour leur travail. Quelques minutes plus tard, à 8h09, le major Tibbets, aux commandes de l'Enola Gay, était sur le point de commencer son bombardement. Au même moment, docteurs et infirmières veillaient leurs malades dans les hôpitaux de la ville. À 8h13, le major Tibbets confia les commandes de son avion au major Thérapie, son bombardier. À 8h14, un soldat guetteur de la batterie Mikama signala un bruit de moteur d'avion. Effectivement, des appareils non identifiés en provenance de l'Est. Les artilleurs anti-aériens, basés sur une île dans le port d'Hiroshima, pouvaient à présent distinguer 2 avions approcher les abords de la cité. Brusquement, les 2 appareils se séparèrent, exécutant des virages en piqué opposés. À ce moment précis, à bord de l'Enola Gay, une simple pression commanda l'ouverture des trappes sous l'appareil et la bombe fut larguée. L'avion vira rapidement à 60 degrés afin d'éviter le souffle de l'explosion. Hiroshima était condamnée, elle avait juste 43 secondes à vivre. Pearl Harbor, Iwo Jima, Guadalcanal, Nouvelle-Guinée étaient sur le point d'être vengés. Mais comment les États-Unis et le Japon étaient-ils arrivés à cette situation extrême? En 1931, le Japon, qui intervenait depuis de nombreuses années dans les affaires de la Chine, envahit la Mandchourie. La formation à Tokyo d'un nouveau gouvernement à caractère nationaliste décida l'armée japonaise à prendre les mesures qu'elle jugeait appropriées. Le 18 février 1932, elle installa Puyi, ex-empereur de Chine, à la tête de la Mandchourie, rebaptisée Empire du Mandchoukouo. Dans les années qui suivirent, le Japon élargit son aire d'influence en Chine à force de menaces et d'enjôlements, jusqu'à ce que, en 1937, les communistes et le gouvernement chinois mettent un terme à leur querelle. Craignant de se heurter désormais à une résistance accrue, le Japon s'engagea dans une invasion totale du nord et du centre de la Chine. De vastes régions furent ainsi mises sous tutelle japonaise et plusieurs gouvernements locaux furent instaurés afin d'amoindrir le pouvoir de Chiang Kai-shek. Ces combats revêtirent une importance considérable à l'échelle internationale lorsque, en 1940, la France fut vaincue par les troupes d'Hitler. Allié de l'Allemagne, le Japon fut à même d'occuper l'Indochine française. Les États-Unis imposèrent immédiatement des sanctions qui constituèrent les premiers pas vers la guerre entre les 2 pays. Les États-Unis construisirent une flotte impressionnante, contre laquelle, pensait-il, le Japon ne serait pas de taille à lutter. L'empire du Mikado devait donc soit reconnaître sa défaite, soit attaquer rapidement, afin de causer suffisamment de dommages à la flotte américaine pour que les États-Unis soient neutralisés. C'est ainsi que le 7 décembre 1941, peu après le lever du jour, l'aéronavale japonaise attaqua Pearl Harbor. Le gros de la flotte du Pacifique des États-Unis se trouvait ancré dans ce port hawaïen et en quelques minutes, 8 des plus grands cuirassés étaient en feu.
Cependant, les Japonais avaient manqué la cible la plus importante. Les porte-avions américains n'étaient pas dans le port. Discours du Premier ministre Hideki Tojo. La guerre est désormais déclarée par le pouvoir impérial. L'armée et la marine sont à présent engagées dans une lutte sans merci. Le temps est venu pour nos 100 millions de compatriotes d'accomplir leur devoir et de se sacrifier pour leur pays. L'essor ou le déclin du Japon, de même que le déclin de l'Extrême-Orient, dépendent grandement de l'issue de cette guerre. Discours du président Roosevelt. Je pense interpréter la volonté du Congrès, ainsi que celle des hommes et des femmes de ce pays, lorsque j'affirme que nous nous défendrons jusqu'au bout et que nous veillerons à ce que cette forme de traîtrise ne nous menace plus jamais. Les Philippines représentaient depuis longtemps un enjeu majeur pour les Japonais. Malgré la présence des forces américaines sur les îles, 123 avions seulement étaient opérationnels pour les défendre en cas d'attaque. Précédés d'attaques aériennes qui détruisirent la plupart des appareils américains au sol, les Japonais débarquèrent en 6 points stratégiques sur les côtes des Philippines le 8 décembre 1941. À la fin de l'année, ils se rapprochaient de la capitale, Manille, et finalement, le 2 janvier 1942, ils entrèrent triomphalement dans la ville. En mars, le général MacArthur, commandant des forces américaines dans la région, transféra son poste de commandement en Australie, laissant au général Wainwright l'initiative des opérations. Les troupes américaines luttèrent âprement jusqu'à la bataille finale dans l'île forteresse de Corregidor, à la pointe sud de Luçon. Un mois de bombardement japonais, suivi par un assaut à travers le détroit, mit fin au combat. Les courageux défenseurs avaient résisté jusqu'au 6 mai 1942. Discours du général Wainwright. Afin d'éviter le sacrifice inutile de vies humaines dans les îles fortifiées, le commandant en chef des forces impériales japonaises exige la reddition de toutes les troupes armées américaines et philippines. Vous réalisez que la décision que je vais être amené à prendre est prise contre ma volonté. Les défenseurs britanniques dans la région avaient subi pour leur part des défaites également douloureuses. Hong Kong était tombé le jour de Noël 1941. Les attaques japonaises sur la côte nord-est de la Malaisie n'avaient rencontré pratiquement aucune résistance de la part des troupes anglaises, trop éparpillées. De rapides avancées vers le sud forcèrent les Britanniques à se retrancher dans l'île de Singapour. Singapour était le symbole de la puissance des Anglais en Extrême-Orient. Le commandement était assez sûr de lui. Le général Percival, le commandant britannique de la garnison, disposait d'une centaine de milliers d'hommes, mais il les avait maladroitement dispersés le long des côtes. Le 8 février, les Japonais lancèrent l'assaut. Le 9, ils avaient consolidé leur position et quelques jours plus tard, la plupart des îles étaient sous leur contrôle. Le 15 février, le général Percival, précédé du drapeau blanc, marcha à la rencontre du commandant japonais Yamashita. Bien que manquant d'hommes et de munitions, Yamashita trompa Percival sur l'exact volume de ses forces et le contraignit à se rendre. C'est ainsi que prit fin l'un des épisodes les plus humiliants de l'histoire militaire britannique. Churchill s'exprima ainsi. Le jour viendra où les armées américaines et britanniques entreront dans les pays, non pas en tant que conquérants, mais en tant que libérateurs, afin de redonner espérance et courage au peuple asservi par le plus cruel des jougs barbares.
Durant les premiers mois de 1942, les Alliés essuyèrent une défaite pour chaque bataille livrée contre les Japonais. Cependant, une force demeura intacte, les porte-avions de la flotte américaine. Il convenait de stimuler le moral des troupes en prenant une initiative heureuse. À la mi-avril 1942, le porte-avions Hornet fut désigné pour lancer un raid contre Tokyo. Sous le commandement du lieutenant-colonel Doolittle, plusieurs bombardiers B-25 décollèrent du Hornet. Le raid fit peu de dommages, mais c'était assez pour redonner espoir aux combattants. Il se termina par un atterrissage en catastrophe en Chine et les survivants furent décorés pour leur courage. Le 4 mai, les Américains envoyèrent leurs porte-avions intercepter la flotte japonaise dans la mer de Corail. La bataille navale qui s'ensuivit fut une bataille entre aviations embarquées, la première du genre dans l'histoire, au cours de laquelle deux flottes de porte-avions se combattirent sans jamais se voir, à des distances allant jusqu'à 150 km. Les deux parties perdirent chacun un porte-avions. Mais c'était une victoire stratégique certaine pour les États-Unis. En effet, les Japonais annulèrent l'invasion qu'ils projetaient de Port Moresby en Nouvelle-Guinée. Cependant, Port Moresby n'était que l'un des 3 objectifs envisagés par la flotte japonaise. En dépit du revers qu'ils venaient de subir dans la mer de Corail, les Japonais continuèrent sur leur lancée. Les îles Aléoutiennes, bien plus au nord, seraient envahies afin de détourner l'attention de la flotte américaine, tandis que le gros des forces navales japonaises se dirigerait sur les îles Midway, une des principales bases américaines. Mais le code des Japonais fut déchiffré, ce qui permit à l'amiral Nimitz de connaître les intentions de son adversaire. Alors qu'une imposante flotte japonaise s'approchait des îles Midway, Nimitz s'embusqua dans le secteur. 3 porte-avions avaient été déployés pour l'occasion. Le 30 mai, plusieurs avions furent envoyés en reconnaissance afin de situer la flotte japonaise. Le 3 juin, les Américains connaissaient ces positions. Alors que les porte-avions japonais récupéraient leurs appareils, qui venaient d'effectuer un raid sur les îles, les torpilleurs américains attaquèrent par surprise. En quelques heures, 4 des plus grands porte-avions de la flotte combinée japonaise coulèrent au fond du Pacifique. De même, 253 avions furent détruits. Les États-Unis perdirent un porte-avions, le Yorktown. Midway fut le premier tournant qui annonça la défaite du Japon. Il fallait frapper à nouveau et rapidement. Les commandants militaires américains adoptèrent une stratégie visant à s'emparer des îles de façon à ce que chaque invasion soit suivie d'une période de consolidation pendant laquelle les terrains d'aviation seraient reconstruits. Ainsi, il y aurait toujours un appui de l'aviation pour les opérations suivantes. Le 7 août, les Marines envahirent Guadalcanal dans les îles Salomon. La première division, sous le commandement du général Vandegrift, effectua un débarquement amphibie et ne rencontra que peu de résistance. En 36 heures, l'aérodrome Henderson était aux mains des Américains. L'amiral Mikawa remporta une victoire écrasante en mer le 9 août au cours de la bataille dite de l'île de Savo, mais il ne réitéra pas son attaque en direction des transports des troupes, ce qui permit aux Marines de garder le contrôle de l'aérodrome. Pendant les 6 mois qui suivirent,
la bataille fit rage. Finalement, le grand quartier général impérial décida d'abandonner Guadalcanal. Ayant subi des revers analogues en Nouvelle-Guinée, les Japonais eurent au fait de constater leur impuissance à préserver le périmètre de défense créé autour de leur conquête. Les forces américaines dans le sud-ouest Pacifique prouvaient chaque fois leur supériorité. Malgré plusieurs tentatives pour consolider ses gains, le Japon se trouva incapable de rivaliser avec les forces aériennes des États-Unis. À la fin du mois de juin 1943, les troupes américaines prirent d'assaut la Nouvelle-Géorgie au centre des îles Salomon. Après s'être emparés de l'aérodrome, ils débarquèrent à Vella La Vella en août et à Bougainville le mois suivant. À présent, l'une des bases majeures japonaises, Rabaul, se trouvait à leur portée. Au lieu de l'attaquer directement, les Américains choisirent de l'isoler. En mars 1944, le piège autour de Rabaul s'était refermé et la garnison japonaise se trouvait encerclée sans avoir livré la moindre bataille. En novembre, les Américains lancèrent une offensive en direction de Tarawa et de Makin, deux atolls des îles Gilbert, dans le Pacifique centre. Au lever du jour, le 21 novembre, les Américains envahirent Makin après un bombardement de 5 heures, une faible défense de la part des soldats japonais et une supériorité numérique, 6 contre 1, permirent aux Marines de s'emparer de l'île en 3 jours. La prise de Tarawa s'avéra bien plus difficile. Trois heures de bombardement intense entamèrent à peine les défenses japonaises et la marée basse laissa les bateaux prisonniers des récifs à quelques 500 mètres des côtes. Les forces d'assaut débarquèrent lentement vers les plages au prix de pertes considérables. Le 23 novembre, les Marines anéantirent les dernières poches de défense utilisant lance-flammes, grenades et charges explosives. Seuls 17 soldats japonais se constituèrent prisonniers. Mais la victoire était chèrement payée et les Américains estimèrent que le nombre de morts et de blessés, plus de 3000, était inacceptable. Le haut commandement américain tira les leçons de la sanglante bataille de Tarawa. Afin de minimiser les pertes en vie humaine au cours des opérations futures, il fallait effectuer des bombardements plus massifs, systématiser les opérations de reconnaissance et mettre en place des unités plus nombreuses. Les chefs d'état-major américains s'accordèrent dans le même temps sur la nécessité de consolider leur avance de manière définitive. Entre janvier et avril 1944, les îles Marshall et Eniwetok furent mises sous contrôle américain. La base clé des Japonais, à Truk, se trouva isolée et le Pacifique Centre à portée des forces américaines. Au moment où les troupes alliées débarquaient en Normandie en juin 1944, les Américains préparaient une offensive sur les îles Mariannes. Le 15 juin, ils attaquèrent Saipan. Une vaste zone fut libérée dès les premiers jours.
Les cuirassés américains étaient restés près des côtes pour appuyer les troupes au sol. Lorsque la flotte japonaise apparut, l'une des plus importantes batailles de porte-avions de toute l'histoire s'ensuivit. Durant l'engagement, 3 porte-avions japonais furent coulés et plus de 400 avions furent détruits. Les pilotes japonais qui étaient passés au travers des tirs des Hellcats furent arrêtés par les barrages antiaériens mis en place par les cuirassés américains. À la fin de la bataille, les Japonais ne disposaient plus que de 35 avions opérationnels. Cette victoire avait quasiment détruit la flotte japonaise et assurait le succès du débarquement dans les îles Mariannes. À présent, Tokyo était à portée d'un terrain d'aviation que les Américains s'empressèrent d'aménager pour faire décoller leur B-29. Les îles de Tinian et de Guam furent prises d'assaut et contrôlées en moins de 3 semaines. MacArthur avait promis de retourner aux Philippines. Le 20 octobre 1944, il débarqua le long des côtes de Leyte et pataugea triomphant vers la terre. Au même moment, à environ 35 km au sud, les GIs du 24e corps débarquaient également. À la fin du jour J, l'ensemble des plages était contrôlé. Cependant, les Japonais étaient loin de s'avouer vaincus. La marine américaine avait rassemblé une flotte massive pour appuyer l'invasion de Leyte. Près de 800 navires étaient présents sur les lieux du débarquement. Pour lui résister, le Japon avait envoyé une de ses dernières forces d'attaque, commandée par le vice-amiral Kurita. 800 bateaux contre 63. Toutefois, parmi les navires de la flotte ennemie se trouvaient 2 des plus grands cuirassés que le monde ait jamais vus, le Yamato et le Musashi, 2 géants de plus de 70 000 tonnes, armés de canons de 455. L'aviation embarquée américaine causa de sévères dommages à la flotte de Kurita et coulèrent le Musashi. À ce moment crucial, l'amiral Halsey, le commandant de la flotte américaine, se lança à la poursuite de 4 porte-avions japonais envoyés pour faire diversion, laissant les transports de MacArthur à la merci des cuirassés de Kurita. 5 petits cuirassés, désignés pour appuyer le débarquement, tenaient lieu de barrage entre Kurita et son objectif. Une bataille acharnée s'ensuivit et tourna en faveur de Kurita, mais au moment où l'amiral japonais semblait tenir sa victoire, il lâcha prise à court de carburant. La marine japonaise était, cette fois, définitivement éliminée de la guerre. Les Philippines furent placées sous contrôle américain au cours du printemps 1945. 146 000 morts et blessés étaient d'ores et déjà à déplorer. Mais la guerre contre le Japon n'était pas encore finie. Elle se poursuivait sur les îles de Iwo Jima et à Okinawa.
Iwo Jima se trouvait à mi-chemin entre les îles Mariannes et le Japon. Les Américains désiraient faire de cette île un point d'atterrissage de secours pour les superforteresses B-29 qui bombardaient Tokyo à partir des îles Mariannes. Le 19 février 1945, 100 000 hommes prirent d'assaut les places d'Iwo Jima. Nombre d'entre eux n'avaient jamais pris part à un combat. Des hommes comme le soldat de première classe, Vergins. J'essayais d'imaginer l'heure qu'il était dans ma bonne ville de Saint-Louis. Cette opération avait tout l'air d'une vraie bataille. Dans ce genre de moment, on est tout tendu et le sang court si vite dans les veines qu'on a les doigts qui picotent. Je n'avais qu'une envie, c'était de débarquer rapidement pour viser ces mecs qui tiraient sur nos bateaux et réussir un joli coup ici et là. Au lieu de ça, il fallut des heures pour arriver jusqu'aux plages. Là, la bataille est devenue assez rude, mais mon équipement, celui du 1er bataillon du 28e régiment des marines, était fait pour. On a débarqué comme prévu. C'était bizarre de savoir combien de Japs se trouvaient là, mais de ne pas pouvoir les voir. Après peu de temps, on était vraiment sûr qu'ils étaient bien là. Sur les plages, ça commençait à chauffer dur. Je ne pensais pas que ça serait aussi violent. Certaines compagnies perdirent la moitié de leur effectif ce matin-là. Toujours plus d'hommes débarquaient, mon régiment, le 28e Marine, inclus. Il fallait qu'on se cramponne, quoi qu'il arrive. Pendant 72 jours, la marine et les forces aériennes bombardèrent sans relâche Iwo Jima, mais les Japonais s'étaient enterrés dans des abris de lave volcanique qui étouffaient les explosions. Cependant, il était impératif de prendre le mont Soribaki, où les Japonais avaient établi des fortifications leur permettant de contrôler toute la zone de débarquement. Il fallut 4 jours aux Américains pour prendre les montagnes, et le 23 février, la bannière étoilée s'éleva au-dessus d'un champ de bataille sur lequel beaucoup de soldats avaient perdu la vie. Les chars arrivèrent, et les unités américaines s'en allèrent conquérir le nord de l'île.
Le 26 mars 1945, Iwo Jima se trouvait sous contrôle américain. 5563 Marines avaient été tués et plus de 19 000 blessés. Les pertes japonaises étaient plus importantes encore, 25 000 morts. À l'issue de la bataille, le président Roosevelt déclara « Nous n'avons pas encore gagné la guerre. C'est un long chemin jusqu'à Tokyo. Un chemin plus long encore que celui de Berlin, au sens propre et au sens figuré. La défaite de l'Allemagne ne signifie pas la défaite du Japon. Au contraire, nous devons nous préparer pour une longue et coûteuse bataille dans le Pacifique. La reddition inconditionnelle du Japon est aussi essentielle que celle de l'Allemagne. » En mars 1945, le vice-amiral Turner, à la tête d'une flotte impressionnante, lança l'assaut contre Okinawa, dernier bastion de résistance japonaise. Le 1er avril, l'invasion commença. « 16 000 hommes débarquèrent sur les côtes au nord de l'île et ne se heurtèrent à aucune opposition. Après une certaine résistance japonaise dans le sud, les combats cessèrent. Pour la première fois, les soldats japonais se rendirent en masse. Peut-être bien que l'ancien code Bushido, exhortant à mourir pour l'empereur, n'avait plus lieu d'exister. La prise d'Okinawa fut suivie par 2 événements majeurs. Le premier fut la mort de Roosevelt, le président des États-Unis, le 12 avril 1945. L'homme qui avait guidé les États-Unis tout au long de la guerre s'en était allé, au terme d'une longue maladie. Le vice-président Harry Truman prêta serment et devint le nouveau président des États-Unis. Le second événement fut l'arrivée en masse des kamikazes, vent divin, déjà apparu lors de la bataille de Leyte. Plusieurs pilotes fanatiques des forces aériennes japonaises se portèrent volontaires pour écraser leur avion sur les bateaux de guerre américains au large d'Okinawa.
En 2 mois et demi, une dizaine d'attaques furent effectuées et 1465 pilotes se suicidèrent dans les opérations. 32 bateaux furent coulés et 368 sérieusement endommagés. Mais en dépit des pertes matérielles, la campagne d'Okinawa ne s'en trouva pas affectée. C'est en 1944 que les superforteresses B-29, qui avaient effectué leur baptême de l'air dès 1942, apparurent dans le Pacifique. Capables de transporter 2500 kg de bombes et de parcourir des distances de plus de 2000 km, les B-29 étaient des exemples indéniables de l'avance technologique que les Américains avaient établie sur le Japon. Dans un premier temps, les bombardiers décollèrent de bases militaires établies en Chine, mais bientôt, avec la prise des îles Mariannes, l'armée de l'air put bénéficier de bases spécifiques. Le 24 novembre 1944, un raid sur Tokyo fut lancé des îles Mariannes avec comme cible une usine de moteurs d'avion. 111 B-29 attaquèrent. Seules 48 bombes touchèrent leur cible, mais c'était assez pour que les Japonais réalisent que leur pays était devenu vulnérable. Les attaques des B-29 étaient appuyées par l'aviation embarquée de l'amiral Halsey, stationnant dans le Pacifique Nord. En dépit du temps souvent exécrable, les pilotes dirigèrent de leur mieux leurs attaques en direction des villes, des aérodromes et des installations portuaires. En janvier, le général Curtis LeMay prit le commandement du 21e Bomber Command, stationné aux îles Mariannes. Il mit au point un plan de bombardement du Japon. 2 décisions améliorèrent l'efficacité des raids. D'une part, les avions furent chargés d'entreprendre des raids à basse altitude la nuit sur les villes principales du Japon. D'autre part, l'appui de Mustang P-51, basé à Iwo Jima, fut décidé afin de couvrir les bombardiers et accroître ainsi les chances de survie des équipages. Les B-29 utilisèrent également Iwo Jima comme terrain d'atterrissage en cas d'urgence. Il valait mieux, en effet, tenter un atterrissage de fortune que de sombrer dans le Pacifique. À mesure que l'été 1945 s'écoulait, les villes japonaises se désertifiaient. Plus de 150 000 tonnes de bombes furent larguées sur le pays, tuant 500 000 Japonais et privant de foyer quelques 13 millions d'hommes et de femmes. Les bombardements se poursuivaient à un rythme régulier. Tokyo fut rasée et les autres villes étaient perpétuellement rongées par les flammes. La 3e flotte de Halsey martela sans répit les côtes du Japon, allant jusqu'à tirer 2000 tonnes d'obus par jour.
En dépit de leur incapacité à se défendre, les dirigeants japonais n'étaient pas prêts à admettre leur défaite. L'amiral Lae estimait qu'une invasion du Japon entraînerait la mort d'au moins 250 000 hommes. Le Japon était convaincu que les États-Unis souhaitaient une négociation, mais c'était sans compter sur l'arme ultime de Washington, la bombe atomique. La décision d'utiliser la bombe fut prise dès 1943. Lors de la conférence de Québec, le président Roosevelt et Churchill tombèrent d'accord sur le fait que la décision d'employer l'arme nucléaire reposerait sur la volonté commune des deux parties. Le 18 septembre 1944, les deux dirigeants signèrent un mémoire stipulant la coopération des deux pays en matière de recherche nucléaire. À Oak Ridge, Tennessee, une ville qui n'est jamais apparue sur aucune carte militaire, se trouvait l'une des usines fabriquant la bombe atomique. Oak Ridge était un immense camp militaire, une véritable ville comptant plus de 75 000 habitants. Une communauté secrète, se suffisant à elle-même, avec des écoles, des boutiques, des centres de loisirs. Pendant 2 ans, l'Angleterre et les États-Unis réunirent les meilleurs scientifiques de leur pays afin de forger cette arme nouvelle. Les chercheurs bénéficiaient de crédits quasiment illimités. Bien que les recherches dans le domaine des armes atomiques aient commencé en 1941, les études s'y rapportant remontent à 1896, lorsque le Français Henri Becquerel mit en évidence la présence de radioactivité dans le minerai d'uranium. En 1905, Albert Einstein publia la théorie de la relativité et au cours des décennies qui suivirent, physiciens en Europe et en Amérique se lancèrent à la conquête de l'atome, persuadés que ces particules de matière emmagasinaient des quantités colossales d'énergie. En 1938, 2 scientifiques allemands effectuèrent pour la première fois la division de l'atome. Le monde scientifique réalisa immédiatement les terribles conséquences que pouvait impliquer cette découverte et la menace qu'elle représentait dans les mains d'Hitler. Au mois d'août 1939, Einstein écrivit au président Roosevelt lui exposant la nécessité d'accélérer les recherches expérimentales. Après l'attaque de Pearl Harbor, ordre fut donné d'activer par tous les moyens la mise au point d'une bombe atomique. En septembre 1942, le général Groves fut chargé du projet Manhattan. Robert Oppenheimer fut nommé directeur scientifique du laboratoire spécialement créé pour les besoins des recherches atomiques à Los Alamos, dans le Nouveau-Mexique. Dans la matinée du 16 juillet 1945, la première bombe atomique explosait sur une étendue désertique du Nouveau-Mexique. Le champignon atomique fut aperçu à plus de 400 km. C'était une victoire scientifique indéniable, le résultat d'un travail de plusieurs années de recherche et de préparation. Le lendemain, quantité de pétitions parvinrent à Washington, demandant à ce que la bombe ne soit pas utilisée. L'emploi de l'arme atomique fut rapidement envisagé. Churchill y fit allusion comme l'arme du second courroux. Il comptait sur la bombe pour mettre un terme à 6 années de guerre dont le coût avait épuisé les ressources de son pays. Lorsque Stimson, le ministre de la guerre, informa le général Eisenhower de la décision d'employer l'arme ultime, celui-ci exprima le souhait que la bombe ne soit jamais utilisée et que les États-Unis ne soient pas les premiers à l'employer. Plusieurs grands chefs militaires comme l'amiral Leahy, le général Arnold et le général Eisenhower et bien d'autres firent part de leurs réserves à l'égard du projet. D'influents conseillers de la Maison-Blanche eurent raison des dernières hésitations. Et c'est ainsi que le 26 juillet 1945, le président Truman et le nouveau Premier ministre britannique Clement Attlee signèrent les accords de Potsdam dont une clause exigeait du Japon une reddition inconditionnelle, faute de quoi une arme d'une puissance inimaginable serait employée contre lui. 2 jours plus tard, les Japonais rejetèrent l'ultimatum.
Le jour même où les Alliés lancèrent l'ultimatum, la bombe atomique répondant au nom de code Little Boy était déchargée du croiseur Indianapolis sur la petite île de Tinian. Tinian avait été choisi comme base militaire pour cette opération en raison de sa proximité avec le Japon. Le 2 août, il fut ordonné de préparer Little Boy pour la première attaque atomique de l'histoire. La date fut fixée au 6 août. Le secret de l'opération était tel que l'officiel chargé d'assigner les noms de code n'avait aucune idée de leur signification. À 1h37 du matin, le 6 août 1945, 3 avions météorologiques s'envolèrent de Tinian en direction des villes d'Hiroshima, de Kokura et de Nagasaki. À 2h45, le major Tibbets décolla à bord de l'Enola Gay. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. À 8h14 et 43 secondes, Little Boy explosait à 580 mètres au-dessus de la ville. En une fraction de seconde, l'explosion créa une énorme boule de feu d'une température avoisinant 5000 degrés. La chaleur fut si intense que les tuiles des toits se liquéfièrent et que les poteaux télégraphiques furent carbonisés sur une distance de près de 4 kilomètres. Des milliers d'êtres humains n'étaient plus que poussière. Des maisons et des familles entières s'étaient évaporées dans les airs. Certaines zones étaient rasées sur des kilomètres. Le typhon atomique avait frappé ceux qui se trouvaient directement sur son passage, épargnant inexplicablement certains immeubles alors que d'autres s'étaient volatilisés. On pouvait distinguer des formes humaines, brûlées dans le sol, formant une myriade de tombes mystérieuses qui ne seraient jamais identifiées. La ville devint un cauchemar digne de l'Apocalypse, où les corps des vivants s'entremêlaient avec ceux des morts. 3 jours plus tard, une deuxième bombe, Fat Man, était larguée sur la ville de Nagasaki. Le 2 septembre, le général MacArthur et l'amiral Nimitz reçurent la déclaration officielle de la reddition inconditionnelle du Japon des mains du ministre des Affaires étrangères Shigemitsu, accompagné du chef de l'état-major Omatsu, à bord du cuirassé américain Missouri. Nous, représentant les états-majors de nos 2 pays belligérants, sommes réunis ici en cet instant solennel afin de restaurer la paix. Et c'est mon vœu le plus cher et celui de l'humanité entière qu'un monde meilleur s'érige à présent des ruines du passé. Un monde fondé sur la confiance et la tolérance entre les peuples. Un monde dévoué à la cause de l'homme, de la liberté et de la justice. À présent, j'invite les représentants de l'empereur du Japon, du gouvernement japonais et du quartier général impérial à signer le traité de reddition aux endroits indiqués. Prions pour que la paix soit à nouveau rétablie dans ce monde et que Dieu la préserve à jamais. These proceedings are closed.
Mais les moyens utilisés pour forcer les Japonais à se soumettre introduit un débat qui fait encore rage de nos jours, et partout dans le monde, hommes et femmes se sont posé la question, était-il juste d'utiliser la bombe? Une bombe qui causa la mort immédiate de plus de 72 000 habitants à Hiroshima. Une bombe qui, selon certains, n'aurait jamais dû être larguée. Une bombe qui, pour d'autres, épargna des centaines de milliers de vies et mit prématurément fin à une guerre longue et sanglante. Une bombe, enfin, qui s'avérera être l'arme ultime contre toutes les armes et contre la prolifération de laquelle nous luttons tous actuellement. Malveillance, une volonté de nuire ou qui est mauvais. Oui, donc intentionnellement. Forcément. D'accord. On va discuter avec le docteur dans quelques instants. Je voudrais qu'on prenne Maria tout de suite au téléphone. Bonjour Maria. Bonjour Sophie. Vous habitez où? À Aulnay-sous-Bois. Bon, vous avez 40 ans. Tout à fait. Et vous avez subi pendant 8 ans la méchanceté de vos voisins, justement. Racontez-nous. Oui. Qu'est-ce qui se passait chez vous? Ils étaient terribles, hein. Vraiment, c'était des méchants viscéraux. C'est génétique, hein. Je pense chez eux, c'est de naissance, carrément. Carrément. Tout le monde les appelle les diaboliques, hein, ça continue. Ah bon? Ils sont vraiment, ils sont vraiment méchants, ce qu'on appelle méchants. Mais qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, les crottes de chien, ils les mettent
en dessous, sur un passage pour que les enfants n'aillent pas jouer à cet endroit-là. Ceux-là, on n'habite plus à l'endroit où on habitait. Enfin, là, c'est Aulnay-sous-Bois. Donc, ils secouaient quand je secouais mes draps, j'ai laissé 30 secondes. Eh ben, ils tiraient dessus carrément, puisqu'ils habitaient en dessous de chez moi, malheureusement. Mais bon, tous les voisins s'en plaignaient. Ils fouillaient dans les poubelles. Ça n'a pas l'air de vous mettre de mauvaise humeur, remarquez. Pardon ? Ça n'a pas l'air de vous mettre de mauvaise humeur, Maria. Ben non, parce que moi, j'ai appris, en fait, à vivre avec ce genre de méchanceté. Et j'en ai tiré profit. Maintenant, je les reconnais plus qu'avant. Et en fait, j'ai une certaine philosophie. Et même dans les nuisances, on apprend beaucoup de choses, je trouve. C'est-à-dire plus ils sont méchants et plus j'avais envie d'être